Bonjour à tous, on va démarrer tout de suite, il est 14h45, on est ensemble jusqu'à 15h30 pour discuter d'un sujet critique qui est celui de la cybersécurité dans le domaine du transport maritime et du transport aérien. Je me présente rapidement Guy Fulgoldstein, je suis enseignant à l'école de guerre économique, advisor pour PwC. J'aurai le plaisir d'animer cette table ronde. Alors, juste pour faire une toute petite introduction et puis après introduire le sujet en présentant chacun de nos estimés invités, un sujet plus que critique dans un environnement géopolitique qu'il est tout autant. Moi, je me souviens d'avoir été frappé lorsqu'il y a très longtemps, j'avais vu le film Piège de cristal 2, où on était capable de prendre le contrôle du trafic aérien avec des méchants pirates qui arrivaient à faire se scratcher les avions. Ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, bien des années plus tard, on a commencé à voir quelques signaux comme quoi il pouvait y avoir des problèmes. Apparemment, la Suède, en 2015, il y a un problème sur son système de contrôle aérien, peut-être qui venait déjà de la Russie. Et on a eu toute une suite, d'ailleurs, de cyberincidents contre des aéroports aux États-Unis, en particulier Atlanta, qui est le hub de Delta. Et de manière générale, on est entré dans une phase où, effectivement, là aussi, le transport aérien est en risque au niveau des aéroports, est en risque peut-être au niveau bien de ce qui vole, des avions, on le verra. Donc déjà, problème critique. Et puis un autre problème critique sur le transport maritime, évidemment, là où passe 80 à 90% de l'ensemble du commerce que l'on parle en volume ou en valeur, avec apparemment des risques très forts sur tout ce qui navigue, mais également sur les ports, et tout un ensemble, là aussi, de faits historiques, d'incidents historiques au cours au moins des 5 dernières années, qui montrent que on est dans un secteur qui est lui aussi terriblement touché, que l'on puisse parler évidemment de ce qui est arrivé au premier transporteur maritime de conteneurs Maersk avec NotPetya en 2017, plus de 300 millions au moins d'euros qui ont été perdus, que l'on puisse parler de ce qui s'est passé ici en France avec le transporteur CMS CGM, ou avec le port de Marseille, ou avec d'autres ports à travers le monde. On pourrait en citer de nombreux et plusieurs, mais là aussi des choses qui à la fois du domaine de ce que l'on voit de la cybercriminalité crapuleuse, mais aussi parfois d'éléments géopolitiques, comme on l'a vu par exemple en 2020 avec le port de terminal portuaire de Sheikh Raji à Bandar Abbas, qui aurait été attaqué peut-être par les Israéliens. Tout un ensemble là aussi d'infrastructures qui peuvent être très violemment choquées, frappées. Et donc, on est au cœur de la défense de ces infrastructures critiques nécessaires pour le commerce et le transport et des biens, des marchandises et des personnes. Bon. Alors avec nous, pour essayer d'en discuter, nous aurons, alors pas forcément dans l'ordre, mais Anne Nguyen, qui est Chief Operating Officer de Elysium, une grande société de cybersécurité industrielle, proposant une approche holistique de la sécurité des infrastructures critiques industrielles. Donc on est au cœur là effectivement des infrastructures critiques. On sera très intéressé d'avoir ce point de vue-là. Monsieur Arthur Bataille, qui est le PDG de nombreuses sociétés, Scylla, Prophecy, Silicom, Open Cyber, Harmony Technologies, spécialisé dans le conseil en cybersécurité et également la formation. Monsieur Jean-Philippe Bérillon, qui est directeur de la sécurité du groupe Géopost, qui est le deuxième transporteur de livraison de colis en France, en Europe, si je ne m'abuse, et qui fait désormais partie, et qui fait partie du groupe La Poste. Monsieur Geoffroy Célestin Urbain, qui est directeur du service sécurité économique à Bercy. Et enfin, monsieur Xavier Rebourg, qui est directeur de France Cyber Maritime. Et donc, on va démarrer tout de suite pour cette conversation qui aura lieu jusqu'à 15h30. Et en posant une question de base, donc la logistique mondiale effectivement repose sur les secteurs maritimes et aériens. Alors quand on parle de sécurisation de la chaîne logistique, que doit-on protéger exactement? Je voudrais d'abord poser cette question à Monsieur Nguyen. Bonjour à tous. Je vais m'exprimer sur la partie numérique, cyber.
dans cette chaîne logistique, on peut évidemment, on sait que cette chaîne logistique s'appuie sur, dans la chaîne de valeur, un certain nombre d'acteurs, notamment ceux qui produisent des solutions logicielles et technologiques. Et aujourd'hui, on sait que ce sont des acteurs, ce sont des maillons faibles à sécuriser dans cette chaîne logistique, donc supply chain. On peut prendre le cas, je pense que certains connaissent, de l'attaque sur SolarWinds, donc il y a un éditeur de solutions logicielles de gestion IT qui avait donc été corrompu par un groupe de personnes malfaisantes et qui avait intégré donc une backdoor dans leur logiciel. Et comme ce logiciel a été utilisé par des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'entreprises, lors de la mise à jour, la backdoor a été déployée sur l'ensemble de ce périmètre-là. Et on connaît les impacts qui ont eu lieu, donc de l'exfiltration de données, de la prise en main à distance, de la corruption des systèmes. Donc, dans cette chaîne-là, aujourd'hui, si on regarde côté maritime, il y a des acteurs qui ont un rôle central, ce sont les équipementiers, donc qui proposent des solutions technologiques, donc en général en boîte noire, c'est des systèmes qui vont piloter ces navires, donc des systèmes de propulsion, des systèmes de gestion de ballast, de gestion de cargo et systèmes auxiliaires de navigation, etc. On peut imaginer que si dans leur solution des backdoors étaient introduites, on pourrait du coup mettre à mal cette chaîne logistique. Donc ces acteurs-là aujourd'hui, les fournisseurs, les sous-traitants sont des maillons pour lesquels il faut qu'on prenne qu'on agisse et qu'on embarque dans une démarche, dans une stratégie de sécurité. L'ANSSI l'évoque aussi aujourd'hui, depuis quelques années, ces acteurs-là. Les industriels, malgré tout, commencent à se sécuriser, à monter en maturité, mais il y a ces acteurs, ces sous-traitants qui, en général, n'ont pas encore ce niveau de maturité et qui sont du coup des portes d'entrée pour attaquer ces industriels. Donc, si je reprends un petit peu, essentiellement, le problème, c'est les équipementiers aujourd'hui et les boîtes noires qu'ils constituent. C'est un des acteurs, donc je m'exprime pour eux. Alors il y a d'autres dimensions dans la chaîne logistique, peut-être que mes copanélistes pourront y contribuer, mais effectivement, ces acteurs-là ont un rôle essentiel parce que ils ont la main sur ces systèmes-là, systèmes critiques à bord des navires en tout cas, entre autres, et il faut pouvoir les sécuriser, les embarquer dans cette démarche. Merci. Alors, au-delà, peut-être, Monsieur Arthur Bataille, quelques éléments complémentaires, et puis après, on passera à Monsieur Xavier Rebourg. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a tout de suite parlé des parties prenantes et donc des tiers de confiance et prestataires de services ou globalement des solutions logicielles qui étaient proposées. Globalement, les problématiques que nous pouvons avoir dans ces métiers, ce sont des métiers qui ont une réalité qui est très ancienne. Dans le monde du maritime, dans le monde de l'aérien, ce sont des systèmes qui ont de l'âge, qui ne sont pas forcément sur des technologies qui sont très modernes et qui forcément ne sont pas adressés que dans un univers d'IT, mais dans un univers qui est plus complexe avec des couches basses, parce qu'il y a énormément d'automatisation qui sont mis en place, notamment pour les chaînes d'assemblage. Un navire, c'est un SI d'une entreprise de taille plutôt intermédiaire, voire même d'une grande entreprise, complètement intégrée et focalisée dans un seul et unique point, avec finalement des réseaux d'accès qui sont très diversifiés. La sécurisation de l'ensemble de la chaîne de valeur, elle passe aussi par l'humain. Et l'un des plus gros problèmes que nous pouvons avoir dans ces métiers, dans ce secteur-là, dans ces deux secteurs, c'est la problématique de la formation et de l'acculturation. Évidemment, je viens avec cette casquette formation parce que j'ai une société de formation et d'entraînement en cybersécurité, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus reconnu, et même les zones portuaires qui n'avaient pas du tout cette acculturation dans le fait d'entraîner, de former leurs équipes, aujourd'hui font appel à des prestataires, à des grands groupes comme Naval, pour les aider, pour les accompagner dans leur évolution technologique et dans la formation et l'entraînement de leurs équipes. Alors, je reprends donc les équipementiers, l'aspect humain qui est absolument fondamental. Monsieur Rebourg, est-ce qu'il y a d'autres éléments encore à mettre en lumière pour essayer de bien comprendre comment on sécurise cette chaîne logistique ? Alors c'est très intéressant parce que nous, on a une approche aussi, plutôt une approche métier du maritime. C'est quoi la chaîne logistique du maritime ? Le bateau, il arrive dans le port, la première personne qu'il voit, c'est le pilote. Voilà, le pilote, il arrive, il a des systèmes d'information, il a de la cartographie numérique, il a des systèmes de communication. Tout ça, il faut les sécuriser. Ensuite, il se rapproche, il y a des remorqueurs. Une petite entreprise de remorquage, elle a aussi des systèmes d'information. Le bateau arrive à quai, il y a les lamaneurs, il y a les avitailleurs, il y a à peu près une quinzaine de métiers qui sont impliqués dans la logistique portuaire entre le moment où le bateau arrive au large du port et le moment où son container est débarqué et mis sur un camion. Et
tout ça, toutes ces chaînes logistiques, ce sont généralement des PME et des TPE ou des TPE et qui n'ont pas forcément de grands moyens et qui, comme beaucoup de PME et TPE en France, ne mettent pas forcément tout l'argent ou toutes les RH possibles dans leur cybersécurité. Et donc, c'est toute cette chaîne des acteurs intermédiaires qu'il faut aussi sécuriser. France Cyber Maritime, on opère un CERT sectoriel, le Maritime Computer Emergency Response Team, et on fait une veille en source ouverte de toutes les attaques qui ont lieu dans le monde maritime, dans le monde, attaques publiques, sur les 80 attaques à peu près qui ont été répertoriées en 2022 dans le monde, sur le monde maritime et portuaire, à peu près un tiers représentait la logistique maritime et portuaire. Ce qui montre qu'effectivement, ces petites entreprises sont des cibles, sont des portes d'entrée pour aller chercher plus loin, aller dans les PCS, les Port Community Systems, dans les Cargo Community Systems, dans les TOS, les Terminal Operating Systems, voilà, pour aller plus loin. Donc effectivement, les malveillants ou les acteurs étatiques passent par malheureusement ce qu'on appelle le maillon faible. Je pense qu'on commence à avoir une vision de cette chaîne logistique. On a les équipementiers, on a l'aspect humain, on a les pilotes, les remorqueurs, l'ensemble des PME qui appartiennent et qui tournent et gravitent autour de ces infrastructures. Ça a été évoqué les terminal operating, les operating systems de ces ports. Ça commence à donner une vision générale. Alors, on note, comme on l'avait dit en introduction, qu'on aurait au moins 80% du commerce en valeur qui repose sur le transport maritime. On va se focaliser un petit peu là-dessus. D'autres stats, alors elles valent ce qu'elles valent, je crois qu'il y a un petit peu de contestation là-dessus, mais évoquent que 5 à 10% seulement des navires seraient capables de se défendre contre cyberattaques. À titre personnel, je ne sais pas exactement d'où vient cette stat, mais bon, on peut voir en tout cas peut-être qu'il y a une faiblesse. Si on voulait à nouveau reposer la question de la raison pour laquelle on a le tableau qu'on a commencé à être brossé, qui est, on doit le dire, d'ailleurs, ressemble un petit peu au tableau de ce qu'on voit dans la cybersécurité industrielle, d'une certaine façon. Est-ce que là aussi, on voit un problème qui serait lié, je ne sais pas, à un manque de prise de conscience? Est-ce qu'il y a des problèmes particuliers qui se posent là-dessus? Et de manière générale, est-ce que dans cette chaîne logistique, il y a des problèmes particuliers, peut-être au secteur de la chaîne logistique? Peut-être pour alterner un petit peu, Monsieur Jean-Philippe Berillon, si vous avez une vue sur les raisons plus profondes qui font qu'effectivement, dans cette chaîne logistique que l'on vient de brosser, il y a ces problèmes de cyber qui continuent à être extrêmement importants. Merci, bonjour à tous. Ce que je vois entre le maritime et l'aérien, c'est en fait des enjeux qui sont des enjeux de souveraineté, des enjeux économiques qui sont communs. D'une part, au-delà du commerce et du transport qu'on connaît actuellement, dans le futur, ça sera la conquête et la maîtrise des grands fonds et l'exploitation des grands fonds. Pour la partie maritime, sur la partie aérienne, ce sera le higher space. Le contrôle là aussi de ce haut espace, et donc des enjeux de souveraineté qui sont extrêmement importants et dans le développement du secteur le secteur aérien et du secteur maritime. Aujourd'hui, Airbus et Boeing sont un petit peu en tête, mais sur le marché mondial, on voit que Comac, qui est l'entreprise chinoise, va devenir très rapidement un concurrent significatif, avec des aides de l'État qui sont énormes. Comac perçoit entre 50 et 70 milliards de dollars d'aides gouvernementales pour devenir un acteur majeur déjà national puis international. Même chose sur la partie de la construction navale. La construction navale en Asie, aujourd'hui, la Chine est le premier constructeur. Sur les bâtiments qui sont à plus haute technologie, comme les méthaniers, on est plutôt sur la Corée du Sud, et déjà la Chine s'y intéresse. Donc on a vraiment des enjeux de souveraineté importants qui font que ces deux secteurs de transport sont des cibles à la fois économiques pour aller chercher de l'information, de la technologie, du savoir-faire, et puis au niveau mondial peuvent être aussi pour des terroristes ou pour des États qui voudraient s'en prendre à d'autres États ou déstabiliser les relations internationales, et bien des cibles en tant que telles. On l'a vu le 11 septembre, c'était avec de l'humain. On a pris un avion, on est allé le faire écraser quelque part.
On a vu un bateau qui tombait en panne dans le canal de Suez avec les conséquences économiques que cela a posées, mais on a oublié qu'en 2013, eh bien, il y avait une ouverture de feu sur des bateaux avec un RPG 7 dans le canal de Suez, qui certes a eu peu de conséquences en termes d'impact direct, puisque le bâtiment n'a pas été touché, mais le risque était le même. Donc on voit bien qu'en fait, les enjeux stratégiques de souveraineté sur ces deux secteurs sont les mêmes, que le cyber est une arme presque comme une autre, avec peut-être l'avantage de pouvoir plus facilement se dissimuler, raison pour laquelle, effectivement, aujourd'hui, on doit particulièrement s'y intéresser. Et donc, on doit particulièrement s'y intéresser, mais j'en conclus que pour l'instant, on ne s'y intéresse pas au niveau auquel on devrait s'intéresser, que ces enjeux de souveraineté que vous avez évoqués, finalement, ne sont pas suffisamment pris en compte. Ces enjeux ne sont pas suffisamment pris en compte pour des raisons qui ont déjà été évoquées, c'est la culture parfois et les moyens qu'on a au niveau des entreprises. Aussi parce que très souvent, on prend des solutions de remédiation une fois qu'on a été confronté au problème, pour le cyber comme pour beaucoup d'autres choses. Alors la chance qu'on a, c'est que les attaques cyber sont devenues, les petites et moyennes attaques cyber sont devenues beaucoup plus conséquentes et fréquentes, et donc les entreprises sont plus à même de s'y intéresser et de se protéger. Donc ça c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, malgré l'espace médiatique qui est occupé par le cyber et l'espace d'incidents qui est occupé par le cyber, eh bien, malgré tout, on n'arrive pas à avoir cette maturité dont on a besoin pour véritablement se protéger. Anne-Guyenne, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, effectivement, il y a aussi le cadre normatif et le cadre réglementaire qui commence à arriver, mais qui n'était pas encore suffisamment structuré et puissant et pesant dans ces enjeux-là. Dans le secteur maritime, on avait déjà des codes qui existaient, mais qui étaient plutôt orientés sur la sûreté d'abord. Donc le code ISM, le code ISPS, et puis plus récemment, donc la directive MSC 428-98 qui demandait aux compagnies maritimes d'intégrer le risque cybersécurité dans le système de gestion des risques de sûreté. Donc il y a une prise de conscience qui se fait, la réglementation qui commence à arriver. En termes de cadre normatif, il y avait jusqu'ici peu aussi de référentiels spécifiques pour les systèmes de contrôle industriel, en particulier dans le domaine maritime, et de surcroît qui imposait aux compagnies maritimes d'intégrer ces éléments. Donc on y arrive peu à peu. Récemment, ce qui est en cours, on a l'Ajax, donc l'association qui rassemble l'ensemble des sociétés de classification, Bureau Veritas, DNV et compagnie, qui se sont structurées pour définir ce cadre normatif qui intègre ces exigences en matière de cybersécurité. Dans un premier temps, pour les nouveaux navires, donc au moins on va essayer de limiter, de faire sortir de nouveaux navires qui n'intègrent pas la cybersécurité. Il y a encore la dette donc des navires qui sont déjà en place qu'il faudra bien traiter, mais les choses évoluent dans le bon sens, mais ça a pris son temps pour émerger. Oui. Un des premiers exemples qu'on a eu à traiter en exercice sur la prise de contrôle à distance d'un navire pour aller le projeter sur un port, en l'occurrence c'était un méthanier, on remonte à 2006 quand même. Donc c'était vraiment les prémices. Alors le sujet était, est-ce que la prise de contrôle à distance se fait par des terroristes qui réussissent à monter à bord d'un bateau en haute mer, ou est-ce que la prise de contrôle à distance se fait à travers la partie maintenance des bâtiments qui se fait elle aussi pour beaucoup à distance, prise de contrôle de la timonerie à distance, prise de contrôle de la propulsion à distance, et puis on se sert de ce vecteur-là pour aller semer la terreur sur une ville ou sur un port. Donc ça date de 2006, et tout doucement les choses se font avec bien évidemment plus d'acuité aujourd'hui, mais il y a quand même de grands espaces à combler. Donc, une évolution réglementaire, en dépit du fait, et en même temps des exercices qui avaient déjà été faits il y a plus de maintenant 17 ans. Xavier, vous aviez quelque chose à rajouter peut-être sur ce point de blocage, les manières de débloquer ?
Non, il ne faut pas oublier qu'un navire ou un port, ce sont des systèmes extrêmement complexes. Un navire, c'est construit pour 20, 30 ou 40 ans. Les systèmes numériques à bord, ils durent 3, 4, 5 ans, il faut les changer régulièrement. Les navires anciens, il y a eu des empilages de systèmes informatiques les uns après les autres par des constructeurs, des intégrateurs différents. Comment est-ce que ces systèmes dialoguent ensemble? Est-ce qu'il y a une séparation des réseaux entre le réseau bord, le réseau des passagers et le réseau opérationnel de la conduite des machines? Pas forcément. Donc tout ça, ça n'a pas été pris en compte et donc ça rend la sécurisation de l'ensemble extrêmement complexe. Les navires sont maintenant relayés par satellite et donc ça permet malheureusement des entrées de codes malveillants. En revanche, ces satellites ne sont pas suffisants pour faire de la surveillance, de l'intervention à distance. La bande passante n'est pas suffisante et surtout ça coûte extrêmement cher. Donc il y a des contraintes techniques avant tout pour sécuriser un navire ou sécuriser un port. Je citais tout à l'heure l'ensemble des intervenants dans un port. Tous ces gens-là doivent se connecter sur des systèmes ouverts qui sont généralement les port community systems. Voilà, sécuriser un port community system, c'est effectivement très, très, très complexe. Je me félicite du fait que France PCS, qui est le GIE qui regroupe les deux grands opérateurs de port community system français, ait rejoint France Cyber Maritime tout récemment, justement pour travailler sur le renforcement de la sécurisation de ces systèmes. Voilà. Donc c'est avant tout complexe. Et puis la prise en compte, elle arrive progressivement. Il y a eu des attaques qui ont montré qu'il fallait faire quelque chose. La France a pris ça en main en décidant en 2018 de créer des structures de coordination de la cybersécurité maritime. C'est ce qui a conduit à la création de l'association France Cyber Maritime. Et aujourd'hui, on a à peu près 70 adhérents, dont la moitié sont des acteurs du maritime et du portuaire, dont des grands groupes comme CMA CGM ou Brittany Ferries, mais aussi des plus petites compagnies maritimes qui, elles, n'ont pas forcément les mêmes moyens et viennent chercher au sein de l'association de la mutualisation pour que à plusieurs, on puisse être plus fort. Voilà. Bon, alors donc on a fini par brosser un tableau où on a évoqué la question d'une réglementation qui finit par arriver, de la complexité des systèmes, de ces éléments communautaires qui sont extrêmement importants, qui se mettent également en place dans le maritime. Souvent, un des problèmes clés pour que les choses finalement s'orchestrent bien et qu'on aille vite, c'est qu'il y ait une prise de conscience claire de quels sont les problèmes que ces incidents de sécurité pourraient poser. Alors, je voudrais poser la question en fait à Geoffrey sur l'impact économique peut-être général, mais aussi peut-être sur la vie des entreprises, la vie des particuliers, que pourrait avoir ce type de cyberattaque dans le maritime et dans l'aérien. Est-ce que ça peut être effectivement grave ou pas? Oui. Ça peut être grave. Dans les faits, ça peut être grave et c'est avéré. Nous, de manière générale, on retrace l'ensemble des menaces, pas que le cyber d'ailleurs, l'ensemble des menaces étrangères sur les actifs stratégiques de l'économie française. Donc évidemment, les deux filières qui nous occupent aujourd'hui sont stratégiques. Ça a été très bien rappelé par Monsieur Berillon pour des raisons économiques, pour des raisons aussi que c'est des filières en fait qui sont souvent à cheval entre des enjeux civils et des enjeux militaires. Donc ça, il n'y a pas besoin de le rappeler. Mais je pense que le plus important, le message, c'est qu'en fait, on ne suit pas uniquement la menace cyber. On va regarder l'ensemble des menaces économiques étrangères qui vont s'appliquer sur ces entreprises-là. Et il se trouve que les entreprises de l'aéronautique et du maritime sont très largement concernées. Je vais vous donner juste quelques chiffres pour vous resituer. Nous, on traite 700 alertes de sécurité économique étrangère par an, 700 au total, sur l'ensemble des filières stratégiques qu'on suit. Donc ça, ce sont des alertes sur lesquelles on doit intervenir et notre objectif, c'est que l'État apporte une réponse, une neutralisation à ces menaces. Sur ces 700 alertes, en 2022, on en avait 52 qui concernaient le secteur aéronautique et 12 qui concernaient le secteur maritime. Avec, et je pense de manière assez intéressante, sur ces deux secteurs-là, le vecteur cyber qui était utilisé assez largement dans le maritime, à hauteur de 17% des alertes du maritime, 17% des alertes mobilisaient un vecteur cyber, et sur l'aéronautique, c'était un petit peu plus faible, c'était 8%. Et quand l'outil cyber n'est pas utilisé en tant que tel comme un vecteur de menace, on a bien d'autres moyens par lesquels les États étrangers et les concurrents étrangers, y compris privés, bien d'autres moyens qu'ils utilisent en fait pour déstabiliser des cibles économiques françaises. Et parmi les moyens, on peut retrouver aussi des choses qui peuvent se combiner avec le cyber, mais qui sont d'une autre nature, par exemple des enquêtes étrangères qui sont lancées en matière judiciaire, en matière administrative,
et qui, in fine, vont se traduire par des demandes de communication d'informations parfois complètement disproportionnées en direction d'entreprises françaises qui se retrouvent un petit peu devant le marteau et l'enclume. Le marteau étant « je dois absolument coopérer avec l'autorité étrangère » et l'enclume étant « j'ai pas envie non plus de passer toutes mes données ». Et ça, ce sont des modes de captation d'informations sensibles qui sont parfaitement légaux en vertu de législation extraterritoriale de certains États. Et donc, évidemment, il y a des enjeux économiques très très importants. Il y a certaines boîtes qui viennent nous voir et qui nous disent moi, en fait, je suis très embêté parce que d'un côté, il faut que je coopère avec cette autorité de poursuite, sinon je vais me ramasser une prune, une amende pas possible, et je vais être barré du marché américain ou du marché chinois. Et de l'autre, j'ai les données sensibles que je transmettrai si je veux coopérer, en fait, ont elles-mêmes une valeur économique assez importante. Donc, le message, c'est qu'en fait, nous, on développe une approche très décloisonnée des risques. Je comprends que cette approche décloisonnée des risques est de plus en plus en train de monter dans les entreprises à un niveau C-level, à un niveau stratégique. Et il faut vraiment, pour les entreprises, et nous, c'est l'approche qu'on développe, avoir une vision holistique des choses. C'est-à-dire que le cyber va se combiner avec du juridique. Le cyber va se combiner avec du capitalistique. Vous avez des attaques cyber qui sont dirigées vers des entreprises françaises qui sont dans une phase de cession. Soit une cession d'une filiale, soit carrément une bascule complète du capital. Et donc ces zones de levée de fonds et ces périodes de cession sont des périodes de vulnérabilité très importantes pour que les attaquants cyber finalement rentrent dans le système. Donc voilà, c'était pour dézoomer un petit peu en lien avec votre question. Et est-ce que, alors c'est une question qui est ouverte et d'ailleurs le reste du panel peut y répondre, mais est-ce qu'on a une vision précise de tiens, il y a ce port qui est attaqué, ça peut avoir cet impact-là direct et cet impact-là indirect sur l'ensemble de l'écosystème économique local et national français. Est-ce qu'il y a ce type d'analyse-là? Alors cette analyse... J'espère qu'au niveau de l'État, c'est fait. En revanche, l'histoire montre que les attaques ont un impact considérable. On a parlé de Maersk tout à l'heure, mais ça remonte à 2017. Maersk, 20% des containers mondiaux. Donc 20%, il y a des pays qui n'ont pas dû recevoir leurs téléphones portables ou leurs ordinateurs ou leurs bananes. Donc voilà. Plus récemment, les ports d'Afrique du Sud ont été touchés par une cyberattaque majeure je regarde mes notes, en juillet 2021. 3 semaines d'arrêt des ports d'Afrique du Sud. L'État d'Afrique du Sud a décrété une crise nationale. Donc imaginez que le port du Havre ou le port de Marseille en France soit touché par une cyberattaque, et bien effectivement, risque y avoir les gens vont attendre leur colis. Donc voilà. Et il suffit pas forcément d'une cyberattaque. Je fais le parallèle avec la crise Covid. Pendant la crise Covid, la majorité des ports chinois étaient à l'arrêt. Et bien, ça s'est ressenti sur les rayons de nos supermarchés. Donc voilà, si c'était une cyberattaque qui avait bloqué les ports, il y aurait eu le même effet. Donc voilà. Et puis on a évoqué aussi le pétrolier Ever Given au milieu qui a bloqué le canal de Suez. C'était un problème mécanique visiblement ou un coup de vent, ça aurait été une cyberattaque, ça aurait été pareil, il y aurait eu vraiment un impact majeur sur le trafic maritime mondial. Donc oui, pas de catastrophisme. Heureusement en France, on n'a pas encore eu de cyberattaque majeure sur ce secteur-là, mais des exemples montrent que c'est possible et que ça a de l'impact. Arthur, vous vouliez évoquer? Oui, alors je trouve très intéressant de se dire toujours qu'on est dans une situation où on maîtrise globalement le risque et qu'on a évalué toutes les possibilités. Aujourd'hui, je tiens à dire que je ne suis pas convaincu qu'il n'y a pas eu de cyberattaque majeure sur le domaine du maritime et de l'aérien. La seule problématique que nous avons, c'est qu'on n'en est même pas conscient. Il y a des réflexions qui sont posées en se disant que globalement, compte tenu de l'enjeu économique qu'il peut y avoir autour de ce secteur, forcément qu'il y a des attaques au niveau du gouvernement chinois, au niveau du gouvernement russe, au niveau du gouvernement même américain, qui sont nos alliés par ailleurs, qui ont pour objectif de récupérer des avantages concurrentiels. Le trafic, qu'il soit aérien ou dans le maritime, a un enjeu pour récupérer un certain nombre de données. Des données sur la capacité de pouvoir fournir des équipements informatiques pour abreuver des entreprises qui en ont besoin, des données pour du transport de marchandises qui va permettre de booster ou pas l'économie. Et forcément, là, il y a un enjeu qui est imminent d'un point de vue financier, c'est qu'à partir du moment où on a le contrôle de cette donnée, on a la capacité de pouvoir après porter préjudice à des sociétés qui sont même pas dans cette chaîne de valeur. Ce que je pense sincèrement, c'est qu'aujourd'hui,
le monde maritime et le monde de l'aérien en est parfaitement conscient et ils investissent énormément dans ces domaines-là pour pouvoir faire en sorte de faire évoluer leur système. J'entendais que tous les 2-3 ans, il y avait un renouvellement globalement du cycle IT. Mais on n'a pas parlé du sujet technique qui est les leurs. C'est qu'encore une fois, ils ont une complexité qui est bien supérieure à celle qu'on peut retrouver même dans des systèmes bancaires, parce qu'ils ont une problématique de bâtiments qui se déplacent, que ce soit dans le monde du maritime ou dans le monde de l'aérien. Ils ont des problématiques de protocoles de communication qui ne sont pas stables et fixes. Et on a essayé de faire fonctionner du laser dans le monde du maritime avec un grand groupe français franco-allemand. Bon, le problème du monde du maritime, c'est que ça tangue, donc le laser, ça marche moins bien. Et ce genre de problématique technique, quand on est fixe, avec un data center fixe, ça pose pas trop de problèmes. On arrive à trouver des solutions et trouver entre guillemets des moyens de pouvoir faire passer de la donnée. Quand on est dans le monde du maritime, qu'on soit dans le monde de la défense ou même dans le monde du civil, ou qu'on est dans le monde de l'aérien, on est confronté à des problématiques qui sont météorologiques, qui sont l'environnement extérieur, qui font que globalement, on peut pas mettre tous les protocoles de sécurité en place, toutes les solutions, et il faut que nous aussi, éditeurs, solutions de service, globalement, on s'adapte à cet univers-là, et c'est pour ça que l'initiative France Cyber Maritime est intéressante parce que elle s'applique globalement à un environnement de métier qui est très particulier. Et dans le monde de l'aérien, c'est exactement la même problématique. On connaît tous le grand acteur franco-allemand qui est Airbus sur ce secteur de l'aérien. Aujourd'hui, une cyberattaque sur un avion, c'est peu probable, avec la mécanique qu'ils ont sur leur système. Par contre, une cyberattaque sur leur chaîne d'assemblage qui pourrait venir retarder l'assemblage, par exemple de la 380 à une époque et d'autres Airbus aujourd'hui, ça a un impact économique et financier qui peut être colossal. Et donc ce monde-là a besoin d'évoluer, mais pour évoluer, il a besoin d'avoir des acteurs qui comprennent cet univers-là et qui investissent aussi dans le fait de pouvoir adresser cet univers. On peut même rajouter la chance dans l'aérien d'avoir des acteurs qui sont tellement forts qu'ils regroupent et qui sont capables d'orchestrer beaucoup des tier 1, tier 2, etc. Et peut-être que dans le maritime, c'est plus compliqué. Geoffroy, je voyais vouloir rebondir peut-être. Non, juste pour vous dire Geoffrey. Geoffrey, autant pour moi. Mais c'était pas le sujet du rebond, non. C'était peut-être pour revenir à votre question sur l'évaluation des impacts, en fait. Nous, notre job, c'est de caractériser justement l'impact qu'une opération impliquant un acteur étranger peut avoir sur un actif stratégique. Donc, on va systématiquement regarder si l'entreprise française qui est ciblée, elle est stratégique ou pas. On a pour ça un certain nombre de listes en fait qu'on a établies au sein de l'État et qui nous permettent de baliser le champ de ce qu'on veut protéger en priorité. Une liste d'entreprises stratégiques, une liste de technologies critiques et une liste de laboratoires sensibles. On oublie aussi toute la partie recherche qui est extrêmement ciblée par la menace étrangère. Et on regarde aussi le profil de l'acteur étranger. Est-ce que l'acteur étranger, c'est un acteur étranger classique, un acteur de marché qui obéit aux règles de marché, qui est un investisseur avisé, ou est-ce que c'est un acteur qui est le relais ou le proxy d'une stratégie de puissance étatique? Est-ce qu'il a des liens avec un gouvernement étranger? Et au milieu, il y a, est-ce que cette transaction, ça peut être un rachat, ça peut être une attaque cyber, ça peut être un partenariat, est-ce que cette transaction a un impact économique majeur sur la cible française? Donc, c'est pour vous dire que dans le traitement qu'on fait de toutes ces alertes-là, avec l'ensemble des ministères, on regarde systématiquement l'impact et on va moduler notre réponse en fonction de l'impact. Si l'impact est très élevé, on va y mettre vraiment d'une autre pour arriver à neutraliser la menace de manière assez rapide et efficace. Après, toujours pour dézoomer sur la menace, il y a d'autres types de risques qui vont bien au-delà du cyber et qui concernent tout autant en fait nos filières aéronautiques et maritimes. Je prends l'exemple du maritime sur les chantiers navals. Le paquet de financement qui a été décidé par les États-Unis à travers l'Inflation Reduction Act, qui a beaucoup fait parler de subventions pour la production d'équipements d'énergie renouvelable, de batteries, de solaire photovoltaïque aux États-Unis, pose aussi des questions typiquement sur les chantiers navals. Et donc on a aussi dans l'analyse de risque que doit fournir aujourd'hui une entreprise du secteur aéronautique ou du secteur maritime, il y a aussi ces risques de marché, qui ne sont pas des risques de cyber à proprement parler, mais qui peuvent être des risques de concurrence extrêmement lourds aussi à appréhender. Je ne sais pas s'il y avait d'autres points sur ces impacts. Oui, je reviendrai là-dessus en fait, parce que sur la partie analyse de risque, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut retenir surtout, c'est que l'analyse de risque doit être menée de façon très large et 360, de même que la diversité des facteurs et des vecteurs d'attaque. On peut être attaqué
parce que dans le cadre de la recherche, on a besoin d'informations dans le secteur aérien, ADP, Airbus, et puis Air Liquide travaille sur la partie, travaille sur l'avion du futur en 2030 avec de l'hydrogène. Donc ça, forcément, c'est des sujets qui sont des sujets éminemment stratégiques. On parlait du contrôle du haut espace et de l'exploitation des fonds marins, c'est la même chose. Comment est-ce qu'on se projette aujourd'hui pour être présent sur ce continent-là, à l'heure où on est en train d'être évincé du continent africain? Et je pense que ce qui se passe d'un point de vue sécurité physique doit être mis aussi en miroir de ce qui peut se passer autrement. Et donc, toute cette approche doit être systématiquement pour les entreprises, en liaison avec l'État, parce que l'État aussi apporte un éclairage plus que nécessaire. Il faut avoir une approche 360 degrés de ces problématiques et de risques et de menaces. Et pour donner un exemple, quand après le 11 septembre, le code ISPS a été créé, donc pour assurer la protection des ports et des bateaux, et ben la problématique a été appliquée de façon menace terroriste physique. Et donc, aujourd'hui, cela ne devrait plus exister. On ne répond pas à une menace physique, on répond à une menace qui peut être soit par des vecteurs physiques, soit par des vecteurs cyber, soit par autre chose. Donc, voilà un petit peu comment anticiper l'avenir de façon un peu plus sereine. Alors, pour être un petit peu moins serein quand même, et pour rester dans un avenir très très proche, voire quasi immédiat, on pourrait aussi aborder les questions de problèmes et d'impact géopolitique, avec évidemment deux puissances aujourd'hui, une qui est la Russie et la guerre qu'elle mène contre l'Ukraine et les impacts que cela peut avoir en Europe, et évidemment y compris dans le cyber d'une part, et d'autre part on peut aussi évoquer des choses qui ont été dites autour de la Chine et des risques potentiels autour du cyber. Donc est-ce qu'aujourd'hui il y a des réflexions d'une part sur l'impact, le risque potentiel que peuvent poser d'un point de vue géopolitique ces deux grandes puissances sur la cybersécurité des systèmes, des réseaux dans le maritime et dans l'aérien. Et donc, au-delà de l'analyse, est-ce qu'il y a des réflexions aussi sur qu'est-ce qu'il faut faire autour de ça? Peut-être poser la question à Geoffrey. Ouais, alors je ne veux pas m'exprimer pour les entreprises par définition, que je vais vous donner le regard de l'État. En fait, nous, cette histoire de retour du géopolitique, en fait, c'est consubstantiel à notre métier. Donc nous, on nage, on baigne tous les jours dans la guerre économique. Je crois que c'est Xavier Rebourg qui disait qu'un système de bateaux, c'est extrêmement complexe. Là, la trame géopolitique est extrêmement complexe aussi, avec des jeux de puissance, des jeux de polarisation qui étirent les chaînes de valeur et qui obligent les entreprises françaises à faire des choix, alors que pendant bien longtemps dans la mondialisation, elles n'ont pas eu à faire de choix. Et donc aujourd'hui, des mesures extraterritoriales prises par les États-Unis et qui visent la Chine vont laisser les entreprises européennes en plein milieu devoir faire des choix sur leurs fournisseurs et sur le degré de dépendance qu'elles veulent avoir à l'égard du marché chinois si elles ne veulent pas faire l'objet de représailles aux États-Unis. Donc en fait, la matrice géopolitique, elle a toujours été là, elle s'est largement durcie. La guerre russe en Ukraine, c'est pas le retour de la guerre économique comme j'ai pu l'entendre, c'est le retour de la guerre au sens chaud, au sens militaire du terme, mais qui a des ramifications économiques très fortes et qui rejoint notre problématique cyber indirectement. Il y a d'autres choses précieuses aujourd'hui que la data. Par exemple, le titane. Le titane qui est un ingrédient majeur de l'industrie aéronautique, entre autres, qui s'est mis à faire un pic de prix suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et nous, on a assisté à des tentatives, ou même des tentatives réussies dans certains cas, de vol de titane, qui étaient tout aussi embêtantes que du vol de données. Et donc, ça vous montre bien ce qui était dit aussi auparavant, c'est que le facteur géopolitique fait qu'il y a un vrai continuum de la menace. Et que c'est très peu efficace de traiter la menace de manière complètement cloisonnée. Il y a une hybridation qui est de plus en plus forte entre le cyber, le facteur économique, la concurrence déloyale et des aspects purement frauduleux et de délinquance, comme du vol en fait, tout simplement. On peut récupérer plein de données en volant un ordinateur professionnel aussi, qui est abandonné dans une voiture en stationnement pendant toute la nuit. Et donc il faut que les entreprises aient ça, et nous, au sein de l'État, on a vraiment développé cette vision à 360 degrés qui pouvait faire défaut encore il y a 4-5 ans. Maintenant, le CICE, qui est au sein de Bercy une plateforme interministérielle, nous permet d'appréhender tous ces risques. Et je termine juste par renvoyer cette notion de zone grise. On a été très longtemps très confortable avec cette idée de mondialisation heureuse, etc., et de blanc ou noir, quoi, schématiquement. Et en fait, on doit réapprendre à évoluer dans une espèce de gigantesque zone grise où il faut accepter un certain nombre de risques et gérer ces risques
Et ça concerne vraiment pour le coup tout le monde, et ça nous apprend à nous déplacer sur un curseur. Par exemple, vu de l'État, on a un certain nombre de dépendances dans plein de filières stratégiques. Le sujet pour nous, c'est pas de savoir si on va devenir autarcique sur telle ou telle chaîne de valeur. Le sujet pour nous, ça va être de savoir jusqu'où on pousse le curseur pour augmenter notre indépendance stratégique. Et le fait d'avoir des acteurs industriels dans les écosystèmes du cyber, de la donnée, est hyper précieux pour bâtir cette indépendance stratégique à moyen terme. Donc, pas de blanc ou de noir, mais essayer de naviguer dans un monde en gris. Au niveau de l'État, peut-être au niveau des entreprises, Jean-Philippe, quelle politique, quelle réflexion à mettre en place face à ce risque géopolitique et ses échos, évidemment, dans le cyber, puisqu'on est là dans le cyber? Alors moi, je vais reprendre le sujet sur l'extraterritorialité du droit américain, qui est la loi d'Amato-Kennedy. Mais la Chine est en train de préparer la même chose, qui va sortir bientôt. Là. Donc on aura une extraterritorialité de la réglementation chinoise pour contrer les Américains, mais bien évidemment les autres. Alors là, je me demande encore où est l'Europe. Que va-t-on faire si on espère faire quelque chose? Parce qu'on va se retrouver avec... avec des problématiques juridiques importantes auxquelles vont être directement confrontées les entreprises. Ça a été souligné tout à l'heure. J'allais dire que l'attaque juridique pour aller chercher l'information existe. J'ai un exemple en tête il y a quelques années d'une société qui a été poursuivie pour une infraction au respect de l'environnement dans un pays. Ça a permis de saisir l'ensemble des documents qui étaient dans le bureau de représentation, et donc ils sont repartis avec absolument tout ce qu'il y avait dans ce bureau-là. Donc le sujet juridique est important et donc doit être pesé aussi. Sur l'analyse de risque dans la période pré-acquisition, eh bien, je pense que l'ensemble des sujets qu'on vient d'évoquer aujourd'hui doit être intégré. Faut réaliser qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, que le mot allié peut se conjuguer de bien des façons, et qu'à partir de là, les alliés du moment peuvent être des ennemis ailleurs, et que voilà, si la partie risque en 360 doit être une constante sur l'identification, sur la partie anticipation pour l'entreprise, où je vais travailler, dans quel contexte, quel va être le régime juridique, quels sont les différents acteurs que je vais avoir autour de moi et dans quelle mesure sont-ils des concurrents, doit être pris en compte de façon très très précise. L'idée, c'est peut-être de créer une espèce de safe harbor qui viendrait accompagner le développement de l'entreprise avec une dimension à la fois digitale, physique, juridique, économique, de façon à ce que les investissements soient les plus sécurisés possibles. Très bien. Alors, on arrive bientôt, on a encore 2 questions. Une question, et puis si on a un tout petit peu de temps, peut-être laisser 1 ou 2 questions au public. Une question sur la prise en compte de ce risque cyber suffisamment tôt au stade de la conception des infrastructures dans l'aérien, dans le maritime. Est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait bien? J'aimerais poser cette question à Anne et après à Arthur, peut-être. Je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, effectivement, aujourd'hui, dans la sécurité, faire du security by design, c'est un peu le totem qu'on cherche à faire. Dans le secteur maritime, on le faisait pas suffisamment, de toute évidence. Tout à l'heure, j'évoquais un nouveau référentiel qui est rédigé par l'Ajax, l'association des sociétés de classification, qui donne le tampon pour qu'un navire puisse aller en mer, donc le fit tout seul. Il faut vérifier qu'il répond à tous les critères d'un point de vue sûreté, maintenant d'un point de vue cybersécurité. Donc ce nouveau référentiel va rentrer en jeu à partir du 1er janvier 2024. Donc pour les nouveaux navires, pour les plateformes aussi offshore, devront se conformer et donc faire en sorte de construire ces bâtiments en respectant ces référentiels. Donc c'est quelque chose qui commence à arriver, mais on voit bien l'intérêt. Tout à l'heure, Xavier disait, ce sont des systèmes qui sont complexes, qui ont des cycles de vie très longs. Donc si on part avec des bâtiments qui n'embarquent pas à la cybersécurité, on va continuer de cumuler de la dette technique et donc avoir des navires qui restent pas suffisamment sécurisés. Donc on a grandement intérêt aujourd'hui à faire en sorte que dès la conception, on intègre la sécurité dans les bâtiments. Et Arthur, aussi sur les questions de by design, y compris peut-être dans les questions de formation aussi, l'importance de l'aspect humain.
Alors, sur le sujet de construction des solutions qui sont intégrées dans les navires ou dans les avions, il est clair que les grands groupes ont fait l'effort. Elles ont réussi à évoluer et elles ont mis en place, notamment dans le cadre de leur développement sur les applicatifs ou dans le monde des télécommunications, qui est un monde qui est très ancien. Hein. Le monde des télécommunications, la sécurité des protocoles de com, c'est quelque chose qui date d'il y a plus de 30 ans, je n'ai même pas encore là, où il y avait déjà ces problématiques qui se posaient. Là où il y a un vrai sujet, c'est tout ce qui va être embarqué de solutions extérieures qui viennent d'être intégrées et pour lequel il y a un contrôle, une mécanique de certification de validation du code qui est bien moins conséquente que lorsqu'il maîtrise globalement l'ensemble de la chaîne de valeur. Et c'est là où justement, merci pour le sujet de la formation. Je pense qu'il est indispensable et les sociétés, les armateurs, les grands groupes, notamment les grandes zones portuaires, aujourd'hui ont décidé de lancer des marchés pour la formation de l'ensemble de leur personnel, aussi bien dans une dynamique de l'IT que de l'électronique, que aussi les différentes parties prenantes qui composent l'ensemble de la chaîne de valeur et qui sont entre guillemets les fourmis au sein de ces gigantesques fourmilières sur ces environnements qui sont toujours de plus en plus complexes et pour lesquels, en gros, ils n'ont pas encore mis en place les bonnes mécaniques de formation sur chacun des métiers. Ça fait partie des gros travaux qui sont en train d'être réfléchis, notamment dans le cadre de la Belgique, sur le port d'Anvers, sur le fait de mettre en place des parcours de formation qui soient dédiés à chacun des métiers du maritime sur la zone portuaire et également de s'interroger sur leurs parties prenantes, sur le fait que leurs acteurs, leurs fournisseurs puissent également former leurs équipes, pas simplement juste d'un point de vue hygiène numérique, end-user, c'est-à-dire sensibilisation, mais également dans une dynamique de formation des développeurs, des éditeurs de logiciels, de produits, de solutions, de services, des intégrateurs. J'ai un point là-dessus justement qui est intéressant puisque l'Union européenne a sorti une directive qui sera à transposer bientôt, avant 2024, justement sur la sécurité des infrastructures critiques, et donc les ports en font partie, etc., et qui va demander à ce que en particulier la qualification au sein des entreprises de sécurité privée qui vont assurer la sécurité de ces infrastructures-là, puisque ce sont des parties prenantes, montent en qualité et que les personnels qui seront déployés soient sensibilisés à l'ensemble des risques, qu'ils soient cyber, physiques ou autres. Donc là aussi, il y a comme une prise de conscience aujourd'hui de la menace telle qu'elle est. Alors, on a évoqué l'Europe, on a évoqué un exemple intéressant en Belgique. Juste pour conclure, qu'est-ce que la France peut faire pour tirer son épingle du jeu, peut-être montrer un avantage compétitif, je ne sais pas, sur ces questions de cybersécurité et du maritime et de l'aérien. Un mot rapide, et puis si on a 2 minutes, peut-être qu'on verra si on a le temps pour une question dans la salle. Pour démarrer, peut-être Xavier ? Oui, il est clair que pour la France, c'est des enjeux de souveraineté. Donc, c'est un mot qu'on entend beaucoup, mais là, pour le coup, c'est réel. On le disait pendant cette table ronde, si un port est bloqué, si c'est tout l'approvisionnement du pays qui va être à l'arrêt. Donc la France ne peut pas se désintéresser du sujet. On a beaucoup parlé des cyberattaques criminelles parce qu'elles font le haut elles font la une des journaux, mais il ne faut pas évacuer, comme l'a dit Arthur tout à l'heure, tout ce qui est espionnage industriel, espionnage étatique et tout ce qui est sabotage ou prépositionnement pour du sabotage. Et donc la France ne peut pas se désintéresser. Donc les acteurs privés, bien sûr, se protègent, mais la majorité sont des petits acteurs. Des initiatives comme France Cyber Maritime permettent de fédérer pour que à plusieurs on soit plus fort et justement pour aider ces petits acteurs à monter en compétences. Mais il faut aussi que l'État continue à accompagner ces initiatives parce qu'il en va de la souveraineté et de la sûreté de l'État. Ce que fait France Cyber Maritime, ça s'apparente à ce que fait un centre régional de surveillance et de sauvetage, un CROSS qui fait un CROSS, c'est une responsabilité de l'État de faire de la surveillance en mer, la surveillance et de la lutte contre la piraterie et de la lutte contre les trafics illicites. Donc la cybersécurité, à un moment, c'est aussi une fonction régalienne et l'État doit aussi, bien sûr, les industriels et le monde privé doivent se protéger, mais il faut que l'État continue aussi à accompagner ce mouvement. Alors, on laissera finalement un dernier mot à l'État, Geoffrey.
sur justement comment la France peut tirer son épingle du jeu. L'incarnation de l'État. C'est quoi le budget? Non, je vais essayer d'éviter ce. Non, mais c'est bouclier et glaive, c'est-à-dire bouclier et protection de nos actifs stratégiques face à toutes ces menaces. Honnêtement, on est bien mieux armé aujourd'hui qu'on ne l'était il y a quelques années. On est organisé pour. Les industriels travaillent de plus en plus avec nous. Et le glaive, c'est notre capacité à reconstruire de la capacité justement industrielle, un tissu économique industriel un peu partout, quoi. Et c'est pas juste des constructeurs aéronautiques, des équipementiers, mais c'est aussi la partie soft. Et donc d'avoir un écosystème de la data, de la protection du numérique qui permettent de rentrer dans ces différentes filières et d'être plus souverain. Donc l'État, en fait, il est présent sur ces deux volets, le volet protection, le volet accompagnement, soutien, à travers des stratégies d'accélération de filières qui sont portées par la direction générale des entreprises à Bercy. Et l'idée que la souveraineté économique, c'est les deux, et ça doit être les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on ne peut pas protéger efficacement sans avoir des alternatives fortes et sans arriver à desserrer cet étau de dépendance qui nous a enfermés pendant des années. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable, tous ensemble, État et grands donneurs d'ordre industriels, de rouvrir le capot de la mondialisation, en fait, et de regarder ce qu'il y a dans nos chaînes de valeur, quitte à voir des choses un peu qui nous surprennent ou qui sont désagréables, en mode là on a des dépendances qui ne sont pas acceptables et donc il faut agir résolument pour les réduire. Et donc nous on est vraiment complètement à la disposition des industriels pour travailler sur cette convergence qu'a évoqué Octavien. Allez, ce sera le mot de la fin, agir tous ensemble. Merci encore à vous tous, Anne, Jean-Philippe, Arthur, Geoffrey, Xavier. On n'a pas le temps pour des questions, mais évidemment, n'hésitez pas à aller les voir à la suite pendant le Risque Summit. Merci encore.